Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur CMS13 Télévision. Soyez le bienvenu dans votre magazine CMS chez vous. C'est avec Monsieur Alain Bolodjoa que nous allons analyser deux thématiques retenues aujourd'hui, notamment élections prévues pour le mois prochain. Cependant, plusieurs irrégularités s'observent encore autour du processus. 6 candidats présidents de la République prêts à saisir la haute cour pour dénoncer certaines irrégularités constatées justement autour de ce processus à, on va dire, 26 jours restants. Alors, quid de la tenue effective de ces élections? Aussi, nous allons revenir sur le retrait de la force régionale de la communauté économique régionale au plus tard le 8 décembre prochain. Décidément, cette mission aurait servi à quoi? Est-ce finalement un échec? Je le dis dans mon annonce que c'est avec Monsieur Alain Bolodjoa que nous allons analyser toutes ces questions. Je rappelle qu'il est initiateur et président du parti politique Le BAT, qui veut dire Lèvons-nous et bâtissons. Alors Monsieur Alain Bolodjoa, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour à vous madame, en tout cas merci beaucoup pour l'opportunité. Très bien, merci à vous aussi d'avoir répondu à notre invitation. On entre déjà dans le vif du sujet, je l'ai dit, 6 candidats présidents de la République sont décidés à saisir la Cour constitutionnelle pour dénoncer les irrégularités autour du processus électoral. Tout d'abord, votre analyse, et nous allons vous relancer. Bon, je suis un peu partagé. Parce que je considère qu'ils sont en droit de le faire. Okay. C'est un droit consacré. C'est déjà un acquis. Un droit acquis. J'insiste sur le droit parce que la Constitution nous reconnaît le droit effectivement d'exiger les bonnes élections. Et surtout qu'ils sont candidats. Mais fort malheureusement, ils viennent un peu en retard. Pourquoi? Parce que je sais que nous fustigeons il y a bien longtemps. Ils se sont quand même décidés d'aller déposer leur candidature. Ils ont eu à payer dessous, justement pour aller compétir. Ils ont laissé la latitude à Kadima d'entrer dans ces aventures. La lassitude, vous dites. Oui, de lancer dans cette aventure qu'on présente comme le processus électoral. Ils se sont jetés dans le bain de la campagne. En tout cas, c'est vraiment une aventure dans le bain de la campagne électorale. Et c'est maintenant qu'ils se décident d'aller porter plainte. J'espère qu'ils ne vont pas porter plainte contre Kadima. Parce qu'ils ont un problème avec une personne morale. Ce n'est pas la personne physique de Kadima qu'ils auront à porter plainte. En portant plainte, on comprendrait directement qu'ils n'avaient pas pris au sérieux leur engagement dans le processus électoral. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils condamnent aujourd'hui, tout ce qu'ils fustigent aujourd'hui, ce sont des effets. Ce ne sont pas les actions qui ont été menées. Le processus a été entaché de beaucoup d'irrégularités depuis le départ. En commençant d'abord par le changement de l'ordre constitutionnel, en faisant partir 2 juges, je dirais même 4 juges de la Cour constitutionnelle, c'était déjà en violation et ça fait partie du processus électoral. Parce que la Cour constitutionnelle, en tant que juge électoral, fait partie du système électoral. Deuxièmement, dans la proposition de loi, telle que la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, ils n'ont pas su faire entendre leur voix. Et cette loi a été violée de manière systématique. Là, vous parlez de candidats présidents. Effectivement. Okay. Cette loi a été violée de manière systématique parce que l'opposition n'a pas été représentée telle qu'elle le veut, les dispositions pertinentes de cette loi, que je ne soutiens pas par ailleurs. Troisièmement, lorsqu'ils sont allés se faire enrôler, ils ont obtenu des cartes. Nous avons contesté la qualité des cartes. Eux ne nous ont pas soutenus. Il vous souviendra lorsque nous disions que la procédure en termes de l'octroi des cartes et même la qualité de la carte restait à désirer. Ils ne nous ont pas soutenus. Ils ont dit non, la politique de la chaise vide ne paye pas. Nous sommes arrivés jusqu'à avoir la loi portant sur la répartition des sièges. Nous avons dit que ça ne pouvait même pas se justifier, d'autant plus qu'ils n'ont pas dégagé un quotient électoral tel que le veut non seulement la loi, mais surtout le principe mathématique. Ils n'ont pas cru à ce que nous disions. Ils sont allés quand même déposer leur candidature.
Et aujourd'hui, ils veulent porter plainte sur ce que nous avons fustigé pendant près de 2 ans. Ce que moi je comprends, c'est que la classe politique congolaise, de manière générale, n'a pas la capacité ou sinon les aptitudes nécessaires pour fédérer les énergies de la population. C'est tout de même surprenant de voir aujourd'hui des gens qui ont déjà déposé leur candidature commencer à faire... Apparemment, ils ne sont pas sérieux dans ce qu'ils font. Alors vous pensez qu'ils auraient dû faire quoi à ce stade? Non mais ils doivent supporter, ils doivent... Non mais nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Je ne pense pas que ceux qui nous suivent n'ont jamais entendu Alain Bolodjoa dire que le processus électoral ou la procédure enclenchée dans la mise en place de bureaux, de membres du bureau et même le processus électoral de manière générale était entaché d'irrégularités. Ils ne nous ont jamais soutenus. Et donc je comprends que c'est de mauvais aloi aujourd'hui qui se lancent dans ces genres d'incantations, parce que je ne sais même pas si ça va aboutir à quoi. Très bien. Alors, je rappelle que parmi les irrégularités, le 6 candidats reprochent à la CENI de n'avoir plus programmé une nouvelle cadre de concertation. Ils protestent contre le fichier électoral qu'ils jugent non fiable. Aussi, on va parler du non-affichage des listes électorales, la délivrance des duplicata de cartes d'électeurs, ainsi que la privation du droit de vote à une partie d'électeurs. Est-ce que, Monsieur Alain Bolodjoa, vous pensez, comme vous l'avez dit, que c'est un peu tard, le fait pour ces candidats de porter plainte à la CENI auprès de la Cour constitutionnelle? À la place, ils auraient dû continuer dans cette aventure, comme vous l'avez traité, le processus électoral. Mais est-ce que vous pensez que c'est ce que les Congolais veulent à ces stades, parce qu'ils veulent qu'il y ait un changement? Alors continuer dans ce processus qui, selon vous, n'est pas encore transparent, et que le 6 leader ou les autres leaders ne devraient pas du tout porter plainte, continuer ainsi, ça aurait changé quoi? Quel serait l'impact dans ces cas-là? Bon, moi je pense qu'il se pose de bonnes questions, il se pose de mauvaises questions au vrai problème. Voyez-vous, prenez l'exemple, vous contestez ce qui s'est fait au niveau de la CENI. Mais vous semblez oublier que la Cour constitutionnelle est devenue illégitime il y a déjà plusieurs mois, je dirais même plusieurs années à ça. Voyez-vous, l'article 158 de la Constitution vous dit qu'il y a un mécanisme pour le remplacement de membres de la CENI. Cette disposition de l'article 158 a été violée délibérément par M. Félix Sekete. On a fait partie des juges de la Cour constitutionnelle en violation des dispositions constitutionnelles et même en violation des dispositions pertinentes de l'article 6 de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas comprendre ce que nous disons. Même la Cour constitutionnelle est illégitime. Donc c'est auprès de la mauvaise personne qui... Non mais voilà. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris. Ou soit ils font le jeu de ceux qui ont boutiqué tout ce que nous avons comme action déstabilisatrice. Est-ce que vous doutez de leur bon vouloir faire le choix? Non, mais ils peuvent avoir de ceux qui veulent porter plainte. Justement. Non, mais effectivement, mais parce que ils ont soufflé le chaud et le froid. Moi, je considère que le pays a déraillé. Je considère que la Cour constitutionnelle ne remplit plus les critériums pour garantir la stabilité sociétale. Parce que cette Cour constitutionnelle est constituée de militants des partis politiques en violation des dispositions pertinentes de l'article 158 de la Constitution. Quel est le rôle de la Cour constitutionnelle? C'est de veiller à ce que les droits et libertés individuelles soient garantis. Mais si cette Cour constitutionnelle est constituée des militants des partis politiques... Des militants? Des militants des partis politiques et en violation des dispositions pertinentes de la Constitution, ne pensez pas que vous allez avoir gain de cause. Alors, quelle est la solution et la meilleure? Ça reste l'article 64. Okay. Parce que c'est ça, en fait, l'essentiel de notre combat. Madame, il y a des grands principes dans la vie. Si vous n'arrivez pas à les respecter, ça crée un dysfonctionnement systémique. La CENI est censée organiser des élections sur base de 2 lois. La loi quantitative et la loi qualitative. La CENI est caractérisée par une certaine indépendance vis-à-vis de l'exécutif
du législatif en ce qui concerne les opérations électorales. La CENI est indépendante vis-à-vis des candidats. Pouvez-vous me rassurer aujourd'hui que cette CENI est indépendante? Alors, comment voulez-vous une institution qui n'est pas indépendante puisse mener des actions en faveur de tout le monde? Si on a voulu que la CENI soit indépendante, c'était justement pour garantir à chaque candidat et même aux électeurs le droit d'influencer le processus électoral. Fort malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est fait. Aujourd'hui, nous constatons qu'effectivement, M. Kadima, en tant que militant d'un parti politique, il est au service de M. Félix Tshisekedi. Et dans ces cas-là, même si vous faites des propositions, il bouge ses oreilles, il ne fait que ce que bon lui semble, justement pour assouvir les appétits gloutants de M. Félix Tshisekedi. Et aujourd'hui, vous demandez à ceux qui mettent en place un cadre d'harmonisation. Mais ce cadre d'harmonisation trouve sa substance dans quelle disposition de la Constitution? Dans quelle disposition de la loi? Parce qu'ils sont régentés par la loi. Si déjà, ces messieurs n'arrivent pas à respecter la Constitution, qui est passée par référendum, n'arrivent pas à respecter la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, n'arrive pas à respecter la loi organisant le processus électoral, va-t-il respecter votre volonté qui n'est même pas obligatoire dans la Constitution? Alors, vous voulez dire que leurs requêtes ne seront pas comme ça, ne trouveront jamais une satisfaction? Non, mais ils peuvent aller déposer, certainement que la Cour constitutionnelle, comme ils n'ont pas assez de dossiers, vont prendre le soin de lire. Mais par la suite, il n'y aura rien. D'accord. Aussi. Ou soit peut-être, si c'est une stratégie pour eux, de permettre à M. Félix Tshisekedi de glisser. Ok, alors vous dites que la CENI n'est pas du tout indépendante. Alors, quelles élections pensez-vous qu'elle est en train de nous organiser comme ça? Non, mais c'est quoi la crédibilité que vous accordez à cela? Non, mais nullement. Madame, je ne suis pas candidat. Je n'ai même pas votre... Une analyse, on va non, dire mais une effectivement, lecture. Non, mais c'est ça la preuve. Je ne suis même pas candidat et je n'ai même pas ce que vous appelez carte d'électeur. Vous ne vous êtes pas enrôlé? Non. Je ne trouve pas l'opportunité. Parce que, comme je l'ai dit, les objectifs poursuivis par les processus électoraux, c'est parmi ces objectifs, il y a les objectifs qualitatifs. La qualité du processus électoral. Chose que la CENI a manqué selon vous? Non, ça ce ne sont que des effets. Mais la cause, c'est la violation du grand principe. La loi n'a pas été bien adoptée, il n'y a pas eu un débat. Il n'y a pas eu consensus sur la loi. Il y a eu un problème en termes de la désignation des acteurs. Effectivement, nous savons tous qu'il y a eu preuve d'immoralité dans le chef de ceux qui étaient appelés à être candidats. Je prends ici à témoin M. Soni Kafuta, qui a dit clairement que le pouvoir l'aurait approché justement pour lui offrir 50 000 $, une Jeep. C'est-à-dire que c'est ça la corruption. Alors, qui ne sait pas que la CENI est corrompue jusqu'à la moelle épinière? Même M. Félix Tshisekedi, qui en est le chef, lui-même reconnaît que effectivement il y a corruption. Il a été mécontent de la qualité de carte d'électeur. Il a même soulevé ce point lors du cadre de concertation organisé avec les autres candidats. Non, mais il a bien insisté. Il a dit que les agents de la CENI exigent à se faire corrompre pour permettre aux gens d'avoir les duplicata. Si lui, qui est le champion de la rétrocommission, peut dire ça, vous comprenez que l'immoralité a atteint son paroxysme et je ne pense pas dans l'immoralité on pourrait avoir des élections de qualité. Donc ils doivent se ressaisir s'ils pensent réellement que le processus est entamé, est mal entamé, entaché des irrégularités, ils ne peuvent pas recourir auprès des gens qui sont là justement pour légitimer ces processus. Ils doivent plutôt envisager d'enclencher l'article 64. C'est une disposition de la Constitution qui dit que lorsqu'il y a un groupe de gens qui s'organisent pour avoir le pouvoir par la force ou l'exercer en violation des dispositions pertinentes de la Constitution, le peuple congolais doit s'élever et dire non à ça. Alors, ils sont en train d'y aller mollo. Ça veut dire qu'ils optent tout d'abord par saisir la Cour constitutionnelle au cas où il n'y aurait pas de résultat satisfaisant. Alors, en ces moments, certainement, ils pourront employer l'article 64. Non, mais supposons que la Cour s'est décidée à leur offrir
l'opportunité de se présenter le 18 décembre. Ils feront quoi? Ils vont arrêter le processus de vote? Parce que la Cour constitutionnelle, quand vous la saisissez, elle a un temps pour analyser si effectivement votre dossier est recevable et fondé. Supposons qu'on leur a accordé la réponse qu'ils attendent, mais au mois de janvier. On fait quoi? Ça, ce sont des erreurs de calcul. Vous avez fait les lits pour M. Félix Tshisekedi. Arrêtez de donner l'impression comme si vous êtes des victimes. Non, vous avez assisté. Fort malheureusement, vous êtes des complices naïfs. Parce que lorsque nous insistions sur la qualité des élections, nous n'avons pas été soutenus. Vous ne voyez pas que je suis les seuls. Mais ça veut dire que vous n'allez pas voter, M. Alain Bolojua, parce que vous n'êtes pas... Non, mais votez qui? Votez qui? Il y a des candidats de qualité, mais il n'y a pas un processus de qualité. Votez pourquoi? Parce que ma voix ne va même pas compter. Non, mais vous avez le droit comme ça de... Non, mais je peux refuser d'avoir un mauvais droit. J'ai le droit de refuser d'avoir un mauvais droit. La Constitution me reconnaît le droit de choisir des dirigeants, mais la Constitution ne donne pas à la CNI, encore moins à la Cour constitutionnelle, le droit de mal organiser les élections pour ne pas respecter mon choix. Mais vous êtes tout du moins d'accord qu'il y a de bons candidats présidents? Non, mais ils sont nombreux, hein, sincèrement. Il y a de bons candidats, oui, mais pour de mauvaises élections. Mais est-ce que vous pouvez nous citer quelques-uns, quelques noms? Oui, par exemple, Martin Fayulu, c'est un bon candidat. Fort malheureusement, pour de mauvaises élections. Il y a le docteur Mukwege, c'est un bon candidat. Il y a Muzitu, qui est un bon candidat. Il y a Delis Esanga, c'est un bon candidat. Moïse Katumbi. Non. Ils sont là, ils sont nombreux. Mais pourquoi pas Moïse Katumbi? Parce non, qu'on a non, déjà vu certains candidats. On a déjà vu, on va dire, 3 candidats qui se sont ralliés à Moïse Katumbi. Certainement, c'est leur choix. Généralement, Moïse Katumbi attire les gens par son pouvoir financier. Mais est-ce que vous pensez que moi, je ne suis pas attiré par l'argent, je suis attiré par la qualité de l'homme. Il y a eu des critères qui ont été établis, notamment l'expérience de travail et toutes ces choses. Voilà pourquoi ils ont porté leur choix. Non, mais l'expérience de travail, quand vous parlez de l'expérience de travail, vous faites allusion au nombre de minutes ou des heures passées au service ou par rapport au rendement. Si c'est par rapport au rendement, il n'a pas d'expérience. Hein. Donc c'est un mauvais choix. Il ne peut pas avoir la compétence, c'est impossible. Et là, maintenant, à ce stade, selon certaines sources, on nous parlerait de probable ralliement aussi autour de Martin Fayulu, mais ça nous fera 2 candidats communs au sein de l'opposition. Est-ce que cela ne va pas encore fragiliser l'opposition? Non, mais le problème, je veux essayer d'analyser ça, mais le problème, c'est qu'on veut nous présenter comme s'il n'y a que 2 tendances. Les autres, ceux qui ne vont pas s'aligner derrière M. Martin Fayulu, ne sont-ils pas opposants pour autant? Pensez-vous que Muzitu va s'aligner derrière Martin Fayulu? Pensez-vous que Baende ou les autres, Constant Moutamba et les autres vont s'aligner derrière Martin Fayulu? Je ne pense pas. C'est une question de mutualiser les efforts. Non, mais mutualiser les efforts, oui. Mais ce qui est vrai, on n'a pas 2 tendances dans l'opposition. L'opposition est plurielle. Bien que je ne soutiens personne parmi ces candidats, mais je sais que tous ont le droit de l'être. Ça dépend maintenant de pourquoi. Parce que je vois, il y a des candidatures pour rire, des gens qui ont candidaté justement pour s'afficher. Oui, pour s'afficher au niveau de l'opinion. Il y a d'autres qui n'ont pas de vision. Mais sur quoi vous dites qu'il s'agit des candidatures pour rire? Non, mais il suffit seulement de voir leur comportement. Comment pouvez-vous être candidat sans offre politique? Si, ils sont là en train de communiquer sur leur offre politique. De communiquer. C'est tard. De communiquer. Oui. C'est-à-dire qu'il vient dans votre émission, on vous lui posez la question, il essaie de faire des incantations et vous appelez ça offre politique. Est-il arrivé à quantifier le problème et à quantifier la solution? Parce que dans la plupart de ceux qui sont candidats, apparemment la personne qui comprend ce qu'il fait, les personnes qui comprennent ce qu'ils font ne sont pas si nombreux que ça. Je vois Monsieur Delis Esanga, apparemment il comprend ce qu'il veut, bien qu'il n'a pas la popularité nécessaire. Les fondations du Congo. Docteur Mukwege, apparemment il comprend ce qu'il veut, parce que justement j'ai vu avec ses 12 axes, mais dans la faisabilité, mais non, il doit nous démontrer comment y arriver. Je vois Martin Fayulu, lui il a déjà présenté son programme il y a bien longtemps. Apparemment Muzitu, il a une plus-value par rapport aux autres parce qu'il a été Premier ministre. Lui, il parle de données d'État. Okay. Voyez-vous, il n'est pas évasif.
Et tous les autres, en tout cas, il y a des candidatures pourries. Il y a des candidats. Si tout Moïse Katumbi également. Non, mais Moïse Katumbi n'a que l'argent comme atout, madame. Mais dans le monde des idées, Moïse Katumbi n'existe pas. Pendant longtemps, ça veut dire que madame, je vous dis, si vous pouvez assumer de fonctions sans nécessairement avoir une bonne prestation. Voyez-vous? On risque de croire que M. Félix Séké a acquis une compétence du fait d'avoir passé 4 ans ou 5 ans à la fonction qu'il occupe aujourd'hui. Non. Il y a tout un processus pour être compétent, madame. Il faut d'abord connaître, il faut avoir les aptitudes, il faut avoir la capacité, il faut avoir l'habileté. M. Félix Séké, il n'a que la volonté. En dehors de la volonté, il n'a rien. Il a un offre également et un bilan à défendre. Non, mais ce sont les experts qui ont essayé de présenter quelque chose. Mais lorsque vous entrez en profondeur, M. Félix Séké ne remplit pas les critères pour être candidat président, madame. Mais lui-même, il a parlé de son bilan lors du lancement de la campagne. C'est à lui de présenter son bilan. Peut-il nous dire comment est-il arrivé à réchauffer ou à réanimer le M23? Peut-il nous dire aujourd'hui quelle est la situation sécuritaire? Peut-il nous dire aujourd'hui quelle est la situation financière du pays? Peut-il nous dire aujourd'hui quelle est la situation socio-économique? Il y a des gens qui sont impayés, alors que lui, il a trouvé le pays dans une position assez acceptable. C'est-à-dire qu'au regard de ces maladresses de gouvernance, aujourd'hui, le pays a connu une sorte de recul. Voyez-vous? Peut-être les gens sont attirés par des actions éparses, mais en réalité, la gouvernance avec M. Félix Séké, c'est une gouvernance pathologique. Mais là, il table sur 88,7 milliards de dollars en 5 ans pour un Congo nouveau. Non, mais 88,5 milliards, ça c'est pour se construire lui-même. Il a tablé sur 48 milliards de dollars. Quels en sont les résultats? Madame, ce n'est pas que nous sommes méchants, mais nous voulons avoir une certaine rigueur dans l'évaluation de ce qu'il fait. Comment un président qui arrive en fonction avec un budget pluriannuel de 48 milliards, 347 actions, 15 piliers, 2 ans après, il réajuste son fameux programme avec 13 piliers, 347 actions et 36 milliards de budget pluriannuel. Comment expliquer? Quels en sont les résultats? Avant même que nous atteignions la fin de la mandature, il a tout abandonné. Il présente maintenant un programme de 145 territoires. Sur les 145 territoires, apparemment, il oublie qu'il a la maîtrise que des 132 et 142, parce que les 3 autres ont été cédés à ses amis et à ses alliés, amis et connaissances. Voyez-vous? Quels en sont les résultats? Ne parlez pas en termes de réalisation. Parce que dans la gouvernance, il faut aller au-delà de la réalisation. Comment la passation de marché a-t-elle été faite? Quelles sont les entreprises qui ont eu à gagner ces marchés? Et quels en sont les résultats en termes d'infrastructure? Combien d'écoles a-t-il construit? Quel en est le coût global? Et comparons le coût de travaux tels qu'exécutés par M. Félix Séké et le coût du marché. Vous allez vous rendre compte que le fonds mis à la disposition de ces fameux programmes a plus été dilapidé que les résultats que vous voyez. Donc, vous comprenez que M. Félix Séké est en train de diriger sans gouvernail. Pourquoi? Parce qu'il est caractérisé par une incompétence notoire. Tout ça résulte de l'absence de certaines caractéristiques de la compétence. Il n'a pas la connaissance nécessaire, il n'a pas l'habilité, il n'a pas la capacité, il n'a pas l'aptitude pour que l'on parle de la compétence. Mais il y a quand même des acquis qu'il faudrait consolider. Il a lui-même dit parce qu'il faudrait faire le choix entre repartir à zéro et consolider les acquis. Mais là, quand vous dites qu'il n'a rien fait du tout, vous êtes... Non, je n'ai pas dit qu'il n'a rien fait du tout. Il a mal fait des choses. Il a mal fait les choses et que les pays a régressé plutôt que de monter. Non, effectivement, madame. Vous savez, ce que lui appelle acquis, c'est-à-dire que quand il voit... Par exemple, au niveau de l'université pédagogique, parce que moi je suis produit de l'université pédagogique nationale. Quand il voit les bâtiments, il construit un bâtiment ou deux, il considère pour sa part qu'il a fait quelque chose de bon. Non, ce que vous avez fait, c'est acceptable, mais ce n'est pas bon. L'essentiel pour l'État, c'est de savoir comment vous avez mobilisé le moyen, comment avez-vous affecté,
et quels en sont les résultats. Parce que dans la gouvernance, il n'y a pas que l'efficacité que l'on cherche, il y a aussi l'efficience. Pourquoi les choses ont été faites de cette manière? Est-ce que ces choses-là ont-elles été planifiées? Est-ce que ça apparaît dans le budget de l'État? Et ensuite, est-ce que le vrai problème de l'université, c'est seulement en termes d'infrastructure ou c'est aussi en termes de la qualité des personnes qui y travaillent? Il y a des gens qui sont sous-payés. L'UPEN est sale. Mais lui, il est applaudi par ceux qui ne connaissent pas l'UPEN. Voyez-vous? J'ai présenté des vidéos quand je rentrais de mon territoire à Ingende, j'ai présenté des vidéos. Il s'est dit, ok, je veux construire une école. Il a construit effectivement une école dans le territoire d'Ingende. Là, je le vois. Oui. Mais comment la construction de cette école arrivera-t-elle à impacter de manière substantielle la communauté? Là, il n'a pas pensé. Il n'a pas pensé à la qualité de l'enseignant. C'est un processus, monsieur. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit, le fait seulement qu'il n'a pas la capacité de coordonner et d'ordonner les choses. Il pose des actions et passe. Ces actions-là n'auront pas une incidence voulue au niveau de la société. Parce que je prends un exemple. Un parent qui sort chaque matin et qui rentre que le soir. Il fait tout pour que les enfants ne manquent pas de pain. Il a fait quand même quelque chose. Est-ce qu'en termes de la qualité de l'éducation, va-t-il réussir? Voyez-vous? Parce que nous sommes là d'analyser de questions qui sont transversales. La gouvernance ne se limite pas seulement en termes d'infrastructure. Mobutu a construit l'échangeur délimité. Mobutu a construit CCIZ, Sozacom. Cela n'a pas impacté de manière substantielle. Mais Mobutu a construit Inga. Ça continue à générer des ressources jusqu'à aujourd'hui. Vous arrivez à mobiliser 1,660 milliard. Et là déjà, sur les 1,660 milliard de dollars à mobiliser, eux-mêmes, ils sont accordés la part du lion, 210 millions de rétrocommissions pour ceux qui travaillent. Vous comprenez? Alors, au lieu de poser des actes structurants, des actions qui vont des actes structurants, de mettre en place des projets structurants pour arriver à affranchir la population de sa pauvreté, vous commencez à poser des actions. Il y a des enfants qui vont à l'école presque nus. Il y a un bâtiment, mais il y a un problème de qualité. Alors que dans le processus enseignement-apprentissage, ce que l'on recherche d'abord, c'est la qualité de l'homme. Et lui investit dans les infrastructures parce qu'on lui a dit, une école qui est gérée par un D6. L'essentiel des enseignants sont des D6. Il n'a encore rien fait. Parce qu'il n'a pas de programme, il n'a pas de boussole. Et donc, moi, personnellement, je considère M. Félix Ségué comme un produit impropre. C'est à ceux qui veulent le consommer de prendre les risques. Personnellement, moi, je ne pense pas que le Congo mérite un président comme M. Félix Ségué. Mais parce qu'il faudrait continuer ses projets, tout son offre politique, tout ce qu'il a déjà commencé, dire que c'est un produit impropre, c'est une question de procédure. Ça veut dire, on va prendre l'exemple de la gratuité de l'enseignement. Le problème, c'était d'abord l'accès. On a des enfants qui partent étudier gratuitement et la seconde étape serait la qualité de l'enseignement. Ainsi, les infrastructures vont suivre déjà. Comme vous l'avez vous-même dit, il y a déjà des écoles qui sont construites. Madame, je suis formé pour être enseignant. Voyez-vous, j'ai fait l'économie, mais j'ai fait dans une université pédagogique nationale. J'ai des notions de la psychopédagogie. Si dans son raisonnement, si dans sa manière de voir les choses, l'essentiel qui est accès à l'école, il se trompe. Parce que la finalité du processus électoral et le processus enseignement-apprentissage, tel que je l'ai dit, c'est de hausser la qualité de l'homme. C'est l'homme que l'on est en train de former. Un homme mal formé représente plus de danger qu'un ignorant. Il y avait possibilité de réconcilier la qualité et la quantité. Voilà pourquoi vous trouvez, ce n'est pas lui qui en est l'initiateur. C'est dans la Constitution. Et ceux qui l'ont précédé ont eu à mettre en place des mécanismes pour y arriver. C'était dans une démarche procédurale. Lui, il vient, il commence de manière brusque et de manière sauvage. Et je comprends pourquoi. Parce que M. Félix Ségué, déjà, dès le départ, n'est pas admis à l'école. Vous comprenez? Étant donné qu'il n'est pas admis à l'école,
il ne comprend pas les réalités de l'école. Pourquoi ne pas organiser l'enseignement en termes de qualité des hommes, en termes de qualité du système, et progressivement aller dans la gratuité? Aujourd'hui, dans des salles de classe, moi, mes enfants étudient dans une école publique qui paye. Publique de l'État, nous payons. Au début, on payait, avant cette fameuse gratuité, on payait 360 $. L'an. Après, ils ont réduit à 120. Aujourd'hui, on est à 340. Une école publique de l'État. Pourquoi? Parce que justement, les charges liées au fonctionnement et au développement de l'école ne viennent pas de l'État. Et nous venons suppléer. Ce n'est pas le Minerval que nous payons. C'est les frais de scolarisation. Mais ces frais de scolarisation apparaissent comme une sorte d'accompagnement de l'école. Je suis sûr et convaincu, l'essentiel de ces écoles-là font la même chose. Parce que ce n'est pas contre les reçus. On ne donne pas de reçus. Nous payons, madame. Okay. Là où les gens ne payent pas, probablement c'est au niveau des territoires. Peut-être les gens ne le savent pas. En 2017, je prends ici les cas de nos frères qui sont à Isiro. Les enfants payaient 500 francs la semaine. Par mois, ça faisait pratiquement dans les 2500. Contribution des parents. Tous les autres frais étaient déjà supprimés. Ce n'est pas ça la gratuité. C'était fait de manière progressive. Fort malheureusement, celui qui n'est pas à l'ami de l'école, vient, il se lance. Il trouve 600 000 enseignants. Sur les 600 000 enseignants, il n'y avait que 255 qui étaient en règle. C'est-à-dire qu'ils émargeaient dans le budget et ils avaient leur matricule, ils étaient mécanisés. Pour le reste, il y avait des problèmes. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 700 000 enseignants. Ce qui est surprenant, ceux qui ont eu à prester pendant des années restent dans l'irrégularité, ils n'ont pas été mécanisés, mais ils ont eu à recruter d'autres personnes. Et ce qui est très très grave, au lieu de recruter les enseignants debout, ils ont préféré recruter les enseignants assis. C'est-à-dire que l'administration de l'enseignement a un personnel pléthore, alors que les enseignants eux-mêmes n'ont pas vu leur évolution en termes de qualité de prestation de travail. On vous dit qu'on donnerait l'argent pour le développement des écoles et ainsi de suite. Mais en même temps, il vous amène un programme de 145 territoires pour construire des écoles. Peut-il nous donner, avec statistiques à l'appui, le nombre d'écoles déjà construites depuis qu'il est là? S'il peut comparer ce que son prédécesseur a eu à construire avant que lui ne vienne. Parce que à l'époque, Matata Pogno, quand il avait lancé son fameux programme de 1000 écoles l'an, il a eu à dépasser pratiquement 600 écoles construites. Et les autres écoles ont été parachevées par qui? Par M. Félix Séké dans son fameux programme de 100 jours. 139 écoles. 139 écoles. C'est-à-dire qu'il a trouvé des gens qui étaient en train de travailler. Mais il fallait plutôt insister sur la qualité. La qualité de la prestation de l'enseignant. Parce que l'enseignement ici, tel que nous le subissons, nous sommes en train de former des agents de développement, mais surtout les citoyens du monde. Est-ce que la qualité de l'enseignement aujourd'hui, surtout dans les écoles à gratuité, peut-elle être désirée par l'extérieur? Non. Voilà pourquoi vous trouvez l'essentiel de politiciens et surtout ceux qui sont décideurs ne veulent pas que leurs enfants étudient dans ces écoles-là. On nous amène de la pourriture et ils s'acclament justement pour justifier les fonds. Sincèrement, moi je ne suis pas d'accord. Ce qui est aussi vrai, c'est que dans la gouvernance, il y a un grand principe. Le principe de la continuité de l'action publique. Voilà. Il ne faut pas donner l'impression comme s'il n'a rien trouvé. Il a trouvé quelque chose. Qu'il parte. Ceux qui viendront après vont faire mieux que lui. Parce que si lui, il a trouvé 1,450 milliard de réserves, celui qui l'a précédé n'en avait pas. Il a quand même laissé. Si M. Félix Séké va nous laisser une dette de près de 100 milliards, de 10 millions de dollars, parce que tout ce que vous voyez comme réalisation, justement parce que vous n'arrivez pas à comparer l'argent qu'il a géré et les réalisations. Nous sommes plus endettés avec Félix Séké que tous les restes des présidents. Vous comprenez? Mobutu qui a construit le barrage d'Inga,
n'avait emprunté que 2 milliards et de poussière. La SNEL continue à fonctionner. Félix Tshisekedi a eu des emprunts de l'ordre de près de 10 millions de dollars. Quelle est la réalisation? On va vous montrer Mama Emo. Mama Emo, c'est même pas 20 millions de dollars. S'il avait géré la période évolue, les infrastructures coûtent cher maintenant, donc il faut tenir compte de tout les infrastructures coûtent. Non, mais il a construit un bâtiment. Les matériaux coûtent cher. Non, mais madame, il a construit un bâtiment à 20 millions de dollars. 20 millions de dollars. Mais je tiens à vous rappeler, dans le fameux programme des 100 jours, il y avait un budget sectoriel de 46 millions de dollars. S'il avait géré rationnellement les 46 millions, on allait avoir 2 Mama Emo. Cela n'a pas été fait. Peut-être les gens ne le savent pas. Si les gens de Mwanda ne le supportaient pas. M. Félix Tshisekedi avait du disponible de plus de 192 millions de dollars avec Perenco pour construire une centrale électrique à base de gaz. Où en sommes-nous? Depuis 2019, il y a un problème d'électricité. Voyez-vous? Justement parce que, déjà, M. Félix Tshisekedi lui-même n'a pas la capacité, je dirais mieux la capacité à orienter les choses. Il a tellement d'insuffisance que les autres en profitent. Mais son problème peut aussi être son entourage, comme l'a dit l'ex-président. Non, son plus grand problème, c'est ça. Non, il a la volonté de bien faire le choix. Madame, la volonté ne suffit pas. Ne l'aide pas. Parce que c'est pas lui qui gère tout. Madame, il y a des ministres qui sont là pour ça. Croyez-moi, la volonté ne suffit pas. Le chef du gouvernement. Croyez-moi, la volonté ne suffit pas. Dans la compétence, il y a 3 dimensions. La dimension cognitive, connaître. La dimension affective vient en deuxième position. Et la dimension conative. Si vous parlez de la volonté, il a eu de l'affection pour le pays. C'est comme un parent irresponsable qui aime ses enfants, mais qui n'arrive pas à trouver les pains, qui n'arrive pas à donner un logement. Il a la volonté. Il a la volonté. Il ne peut pas. Ici, nous ne parlons pas de la volonté. La capacité. Ne parlez pas de la volonté parce que tout le monde a la volonté de bien faire. Mais tout le monde n'a pas la capacité de bien faire. Si vous pensez que la volonté suffit pour construire des immeubles, vous vous trompez. Parce que les gens font de l'architecture pour comprendre comment construire. Vous avez la volonté, mais vous n'avez pas la capacité. M. Félix Tshisekedi, pour moi, je tiens à le rappeler, n'est pas un bon produit à présenter au public. Surtout que le pays traverse une situation d'incertitude. Et il n'est pas le seul à avoir cette volonté. Ok, merci beaucoup. Alors, je rappelle que vous êtes en direct de CML 13 Télévision. Messieurs, dames, vous êtes là en train de suivre votre magazine CML chez vous. Je rappelle encore que nous avons reçu pour vos sphères Monsieur Alain Bolodjoa. Il est initiateur et président du parti politique Le BAT, qui veut dire Lèvons-nous et Bâtissons. Monsieur Alain Bolodjoa, je reviens encore vers vous. Au regard du tableau que vous venez de peindre là sur la gestion du président de la République qui est candidat à sa propre succession, vous pensez qu'il y a nécessité ou opportunité au niveau de l'opposition d'avoir un candidat commun? Nécessaire, oui, mais ce n'est pas un impératif. C'est nécessaire, surtout sur le plan stratégique. Je veux essayer d'analyser sur base des faits de 2018. Prenons l'exemple, l'hypothèse que M. Félix Tshisekedi serait réellement élu. L'opposition, une frange de l'opposition est allée à Genève pour se choisir un candidat commun. Sur 6 ou 7 qui étaient là, je crois 5 ont choisi Fayulu. 2 ont choisi Félix Tshisekedi. C'est-à-dire qu'il s'est choisi lui-même plus Kamere. Comment est-il arrivé à avoir 7,50 000 voix alors qu'il n'était pas le produit de la majorité de ceux qui se sont présentés là? S'il serait élu, bien que nous savons tous que c'est une invention des Kabila. Voyez-vous? Martin Fayulu, qui était aussi choisi par l'opposition, d'après Nanga, il en est sorti 2e. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est l'opposition qui avait gagné aux élections. Toute proportion gardée, si ce n'est pas Martin Fayulu, c'est Félix Tshisekedi, c'est-à-dire que l'opposition avait gagné. Mais il y avait combien de candidats? Tous n'étaient pas unanimes, ils ont gagné. Le plus grand problème de ceux qui sont au pouvoir, ils sont obligés de défendre un bilan. Pas en 5 minutes, pas en 30 minutes. Défendre un bilan qui correspond aux réalités de l'électorat.
C'est-à-dire que si vous venez dans mon territoire d'Ingende, vous dites aux gens, voilà, votez pour moi parce que j'ai construit une école, les gens peuvent se dire, ah, c'est vrai, il a construit une école. Mais si vous dites aux gens, non, voilà, j'ai construit Mama Yemo, les gens vont se dire, ah, il a construit Mama Yemo, mais ça ne concerne nullement, parce que chez nous, il n'y a rien. Le plus grand problème qui assaille la population congolaise n'est pas seulement en termes d'infrastructures scolaires. Les gens vont voir, est-ce qu'il y a-t-il une amélioration de leurs conditions de vie ou pas? Non. Palpable. Rien, madame. Il y a hausse de prix sur le marché. Il y a insécurité. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que si aujourd'hui, c'est à 27, si aujourd'hui la population veut sanctionner M. Félix Ségué, la population ne votera même pas pour vos candidats là. La population votera contre Félix Ségué. Alors, qui va en bénéficier? Ça dépendra maintenant de la stratégie. Voyez-vous? Ce qui est surprenant, dans la masse, on voit plus ceux qui ont la capacité de se déployer et la capacité de communication. Très souvent, la population ne prend pas le soin d'analyser la qualité du programme. Voyez-vous? Et ça profite aux naïfs. Si aujourd'hui, il y a 3 tendances, même 4 tendances de l'opposition, Félix Ségué ne gagnera pas parce que l'opposition n'a pas un candidat commun. Il ne gagnera pas, madame. Pourquoi? Parce que la population qui a subi les réalités de ces politiques contradictoires n'acceptera nullement de voir un monsieur comme Félix Ségué être candidat. Je prends l'exemple. Dans la cartographie, il y a une zone qui a beaucoup d'électeurs, la partie Est. Comment voulez-vous un citoyen de l'Est puisse voter pour un monsieur comme Félix Ségué? Monsieur Félix Ségué vous dit ceci, qu'il a été poignardé dans le dos. Il a naïvement fait confiance à Kagame. Il lui a donné l'essentiel de notre souveraineté pour calmer ses ardeurs. Et il s'est rendu compte par la suite que M. Kagame n'était pas sincère. Madame, qui savait que M. Kagame pouvait être sincère, ne fût-ce qu'une seconde? Tous les Congolais savaient que Kagame était réellement l'ennemi de la République. Maladroitement, vous l'approchez, vous lui cédez une partie de notre souveraineté. Il est même arrivé à convoquer les ministres de notre République chez lui au Rwanda pour imposer sa volonté. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Quel est cet homme de l'Est qui va accepter d'avoir un monsieur comme Félix Ségué? Lui qui a réanimé le M23, lui qui a donné la possibilité au M23 de nous régenter. C'est-à-dire que sur le plan sécuritaire, c'est lui le problème. Sur le plan économique, il a voulu créer des riches. Apparemment, les riches sont créés que dans son siège. Il y a des gens qui détournent, qui entrent en prison, qui font 15 jours, 30 jours, et puis ils ressortent. Le tombeau est vide. M. Félix Ségué ne savait même pas qu'il fallait stabiliser le prix sur le marché. Il a pris tout son temps à effectuer des voyages inutiles. Et aujourd'hui, il veut qu'on lui accorde... Non, la ressource précieuse que vous avez, c'était le mandat. Il s'est expliqué là-dessus. Il a dit que le pays importe ici en RDC, on ne produit rien, d'où cette situation. Mais seulement, pour son second mandat, il va plus se pencher du côté agriculture pour que tout se produise ici, à Kinshasa ou en RDC. Il va activer des entreprises pour qu'il y ait de l'emploi. Donc, justement, tout cela fera en sorte que le Congo émerge. Madame, qu'est-ce qui a manqué? Parce qu'il avait 60 mois. Qu'est-ce qui a manqué? Plus de 1700 jours. Qu'est-ce qui a manqué pour qu'il arrive, ne fût-ce qu'à mettre en place des politiques publiques? Ce monsieur n'est pas sérieux dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit. Madame, il a dit qu'il allait faire de l'agriculture une priorité de sa politique. 2019, dans ce fameux programme d'investiture. Où en sont les résultats? Il a dit que non, il va produire le manioc pour suppléer à la carence de farine de blé de 10%. Où en sommes-nous? Il en a reçu le financement. N'oubliez pas qu'il a reçu 40 millions de dollars de la part des banques. Je crois la BAD. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Il a trouvé la clé ici en scellé. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Il a décaissé 7 millions de dollars pour relancer Boukangalonzo. Où en sommes-nous?
Il a financé l'importation de chinchards à hauteur de 6 millions de dollars. Où en sommes-nous? Dans son fameux programme de 100 jours, il avait produit 774 000 dollars pour produire le poisson. Où en sommes-nous? M. Félix Séké n'a pas la capacité de systématiser les politiques. Il n'a pas cette capacité. Quel que soit ses discours, il n'a pas la capacité de faire ça. Parce que, tenez, madame, nous avons fait des démonstrations. Si M. Félix Séké respectait ne fût-ce que les engagements pris par l'État au niveau de Maputo, on allait affecter 10% de notre budget à l'agriculture. Si M. Félix Séké comprenait les réalités, il allait réformer l'administration dans ces secteurs. Il allait financer le projet au niveau des provinces. Il allait financer, il allait laisser faire la rétrocession au niveau des provinces. Il allait encourager les provinces à réhabiliter les routes à dessert agricole. Il allait investir dans les routes d'intérêt national. La route qui va de Kisangani à Bunia, c'est une route stratégique. Elle est en mauvais état. La route qui va de Nyanya à Isiro jusqu'à Wacha, en mauvais état. La route qui va de Aarou jusqu'à Bunia, en mauvais état. La route plus de 30 km. Allez-y. Madame, je vous dis que M. Félix Séké est un danger en matière de développement. M. Félix Séké est un consommateur du développement. Il n'est pas créateur du développement. Mais dans son discours à la nation, il a bien fait 5 ans, madame. Qu'il y a eu 30 000 km de routes urbaines et à dessert agricole qui ont été construites. Non, mais s'il dit ça, c'est du mensonge grossier. C'est du mensonge construite. De routes construites dans ces pays, des desserts agricoles. Oui, construites, réhabilitées. Non, mais madame, s'il vous plaît, nous avons 155 000 km de routes. Les routes et des desserts agricoles sont estimées à 97 000 km. Toutes les routes des desserts agricoles sont en terre. Aucun kilomètre n'a été construit. Peut-il nous citer une route des desserts agricoles qui a été construite? C'est faux! Il avait par contre prévu dans son fameux programme de 100 jours la réhabilitation de ces routes en enlevant les bourbiers. Il a prévu pour les deux provinces de l'Équateur et de Chuapa 50 km juste pour enlever les bourbiers. 12 000 dollars par kilomètre. Peut-il nous montrer ne fût-ce qu'un centimètre de route de dessert agricole qui a été construite par lui? Ne me parlez pas de Mongafou là ou de Maluku ici, parce que ces routes-là n'ont pas seulement une vocation rurale. Ce sont des routes aussi justement pour désengorger. Certaines routes là, ce ne sont pas des routes de dessert agricole. Ce sont des routes à intérêt provincial. S'il ne sait pas déjà classifier les routes, non, mais madame, je vous dis, ceux qui ne connaissent pas M. Félix Séké risquent de les consommer par défaut. Ces messieurs ne méritent pas. Parce que s'il avait compris, la rétrocession est une formule qui a été trouvée dans la Constitution pour permettre aux provinces de s'auto-développer. On ne développe pas une province, on aide une province à se développer. C'est ça l'esprit de la décentralisation. Qu'a-t-il fait? Peut-il nous dire combien a-t-il versé dans la caisse de péréquation? Parce que c'est une exigence constitutionnelle. Chaque année, il faut verser 10%. Peut-il nous rassurer que la caisse de péréquation a de fonds? Si la caisse de péréquation n'a pas de fonds, il a violé intentionnellement la Constitution. Lorsqu'il a lancé son fameux programme de 145 territoires, quelle est la place de province? Il n'a pas tenu compte de ça. Les priorités ont été boutiquées ici, dans les salons VIP, par des gens qui ne connaissent ni le milieu ni les urgences. Il a dilapidé le fonds public. Rien n'a été fait, madame. Rien n'a été fait de manière substantielle. Pour séduire la population, il commence maintenant à construire certaines écoles dans des lieux où la fréquentation déjà pose problème. Alors quelle attitude, on va dire, le candidat de l'opposition à la présidentielle devrait avoir à ce stade de choses? En réalité, l'opposition doit présenter une alternative. Fort malheureusement, je me rends compte que l'essentiel des politiciens sont dans la même démarche que M. Félix Séké. C'est-à-dire qu'il s'évertue à séduire par de propos capture. Rares sont ceux qui arrivent à convaincre par rapport à leurs idées. Voyez-vous, le monde est créé par les idées. Vous présentez, parce que l'avantage de ceux qui sont au pouvoir, dans l'opposition, ils viennent avec le contre-programme. Ils viennent avec le contre-programme. Mais jusque-là, parmi ceux qui ont su articuler leur programme,
Parmi ceux qui ont su tenter d'expliquer leur programme, je ne trouve pas assez de la qualité dans ce qu'ils font. Vous envisagez avoir des budgets pluriannuels de 200 milliards, 300 milliards. C'est bien, c'est possible. Ce n'est pas impossible. Mais méthodiquement, comment allez-vous procéder? Parce que je ne vois pas quelqu'un qui vient parler du développement du Congo et sembler négliger le rôle de l'administration publique. Nous, le jour où nous aurons le pouvoir, la première action à faire, c'est donner un sens à l'État. Réhabiliter l'administration publique. Parce que tout ce qui reste, ça ne sera pas le président qui va le faire. Le président de la République garantit le bon fonctionnement des institutions. Les restes, ce sont les entités décentralisées et déconcentrées qui doivent le faire. Et les entités régionalisées qui sont les provinces. Rares sont ceux qui mettent en exergue le rôle de l'administration publique. Tenez, madame, chaque secteur de la vie a une administration publique qui s'en occupe. Allez voir la qualité de la fonction publique, des fonctionnaires de l'État. Allez voir leurs conditions de vie. Vous voulez mobiliser 300 millions ou 30 milliards ou autant de milliards de dollars. Oui, mais avec quelle administration? Deuxième élément, les éléments culturels, la probité morale, la promotion de valeurs. Lutter contre la corruption, faire la promotion de la méritocratie. Pensez-vous, un monsieur comme Félix Tshisekedi peut-il faire ça? Non. Non. S'il y a justice, s'il y a respect des valeurs, on ne peut pas avoir un monsieur comme Félix Tshisekedi à la tête du pays. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce sont là les éléments qui justifient l'existentialité de l'État. Commencez d'abord à redorer. Est-ce que ces éléments, vous les avez retrouvés auprès d'un candidat, un seul au moins? Non, mais il y a de ceux qui ont la probité morale, peut-être il manque de la technicité. Ou il y a d'autres qui ont la technicité qui manque, mais rares sont ceux qui peuvent rassembler le 2 ou le 3. Ils sont rares, mais ils existent. Parce qu'ils ne donnent pas l'impression comme si le Congo est une pourriture. Exact. Il y a des gens qui ont certainement de la qualité, mais qui n'ont pas la popularité nécessaire. C'est là le côté piège de la démocratie. Dans la démocratie, on vote pour les gens populaires, pas pour les gens de qualité. Et dans une situation de pauvreté, on vote pour celui qui donne à manger, pas pour celui qui crée la possibilité à créer, la possibilité à avoir à manger. Voyez-vous? Parce que nous vivons le temps présent. Les Congolais ont l'habitude d'avoir une vision court-termiste. J'ai faim, vous me donnez à manger, vous êtes bon. J'ai faim, vous m'apprenez à pêcher, vous n'êtes pas bon. C'est là la réalité. Alors, il faut un candidat qui va changer la façon de faire et de voir du Congolais. Voilà, c'est ainsi que le pays pourra émerger. On passe rapidement à notre seconde thématique parce que nous avons largement débordé de quelques minutes. On va dire que Kinshasa est en train d'exiger le retrait de force de l'EAC au plus tard pour le 8 décembre prochain. Alors, votre lecture tout d'abord, votre avis, votre analyse. Ils ne sont pas sérieux. Ils doivent arrêter de duper la population. Comment pouvez-vous nous lancer dans des débats du genre être membre de l'EAC, ne pas être membre de l'EAC, alors que vous n'avez pas encore fait l'évaluation de ce que vous avez pu obtenir? Pourquoi sommes-nous devenus membres de l'EAC? La demande a été faite en 2007. Tous les gouvernements qui se sont succédés n'ont pas voulu adhérer. M. Félix Tshisekedi, déjà lors de son fameux discours d'assermentation, le jour de son assermentation, a promis de nous faire entrer dans l'EAC. Et la raison était d'ordre économique. C'est ce qu'il a dit devant Macron. Allez poser la question à M. Félix Tshisekedi. Quels en sont les résultats? Sur le plan économique, qu'avons-nous gagné? Lorsque nous disions que ce n'était pas opportun, M. Félix Tshisekedi n'a rien compris. J'ai même démontré que l'EAC a été conçu justement pour imposer la vision Imatuch. Je l'ai démontré. Et je ne suis pas le seul. Hein. Je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de voix qui se sont levées pour dire à M. Félix Tshisekedi que c'était un mauvais choix. Et après, il nous amène EAC comme troupe. Peut-il nous dire, M. Félix Tshisekedi, qu'est-ce que nous avons gagné? Pourquoi a-t-il décrété l'état de siège? Pourquoi a-t-il accepté que nous devenions membres de EAC? Qu'avons-nous gagné? Parce que c'est après évaluation que l'on prend des décisions. Si M. Félix Tshisekedi veut vous dire aujourd'hui que EAC a échoué, lui n'est pas sérieux. Il n'a pas dit la vérité. Soit c'est EAC qui ment, soit c'est lui. Apparemment, toutes les missions de EAC seraient atteintes.
atteinte. Apparemment, serait atteinte. Parce que quand vous lisez le document, le cessez-le-feu apparemment est observé. C'était l'essentiel de cessez-le-feu. La suite, il fallait maintenant envisager la réintégration sociale de ces bandits de M23. Très contentement. Voyez-vous? Lui, il a accepté en apposant sa signature. Qui nous dit que ces gens-là ne sont pas en train d'être intégrés dans notre armée? Parce qu'il y a recrutement. Qui nous dit? Quel est le niveau de la sécurisation de notre population? Lorsque nous disions que c'était un piège, et d'ailleurs, son porte-parole lui a posé la question, n'était-il pas un piège d'entrer dans EAC? Il dit non. Et aujourd'hui, ils veulent nous dire non, les EAC doivent sortir. Oui, EAC ne devait pas venir. Pas sortir, mais il ne devrait pas venir. Il ne devait pas venir parce que ce EAC est constitué essentiellement des ennemis de la République. Madame, Kenya est dans la vision Imatuchi. C'est Kenya qui s'occupe du financement de la vision Imatuchi. Avec KCB. C'est même cette même banque qui a acheté Tembe. Qui a facilité la vente de la banque Tembe. Le même réseau, M. Félix Sekedi a facilité le rachat de la banque BCDC. Qui ont acheté? Ce sont les Kenyans, madame. C'est nous qui avons financé les opérations de M23. C'est une collaboration BCDC qui dit. Non, mais ils ont acheté pratiquement 85%, madame. Hein? Tembe a été acheté en entièreté. BCDC, c'est 85% pratiquement. Ça ne reste que 15%, ils peuvent racheter à n'importe quel moment. Mais allez voir l'importance de ces deux banques. Ce sont ces banques-là qui facilitent les transactions pour l'armée. M. Félix Sekedi a donné la possibilité aux Rwandais de gérer l'aéroport international, l'aéroport de Goma. C'est-à-dire qu'ils ont toutes les informations sur les opérations militaires. Et aujourd'hui, il veut nous dire que EAC doit sortir. Je peux les défier. Si EAC sortait le 8 décembre, votez pour M. Félix Sekedi. Okay. Le contraire, si EAC ne sortait pas le 8, ne votez plus jamais un monsieur comme Félix Sekedi. Parce qu'apparemment lui-même ne sait même pas ce qu'il dit. Il dit qu'il a été poignardé dans le dos. Monsieur, vous avez eu tout le temps, depuis que vous avez fait la déclaration d'entrée dans EAC. 2019, nous sommes devenus membres le 11 juillet 2022. Il a eu 2-3 ans pratiquement pour analyser en fond en comble la question. Et ce qui est surprenant, il est surpris de voir que EAC ne viendrait pas pour attaquer. Lorsque M. Félix Sekedi disait aux journalistes français que EAC viendrait les troupes kenyanes enterrées par Bunagana pour neutraliser, je suis venu dans votre dans votre chaîne pour vous démontrer que dans l'accord signé par M. Félix Sekedi, il ne s'agissait pas d'attaquer le M23. Qui a cru à ce que je disais? Et deuxièmement, pendant que M. Félix Sekedi faisait appel à EAC, il était président de la SADC. Pourquoi n'a-t-il pas envisagé de faire appel à la SADC? Aujourd'hui, il nous parle de la SADC. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui réfléchit, qui a des retards en termes d'anticipation. Alors qu'un président de la République doit avoir une vision plus large. Vous ne pouvez pas dire à un élève qui répond 2 heures après l'heure de l'examen qu'il est intelligent. On aurait préféré la SADC à l'EAC. Non mais nous avons mis fin à l'aventure M23 grâce à la SADC. Nous avons défait le M23 AFDEL grâce à la SADC. Nous avons défait le M23 grâce à la SADC. On n'a jamais travaillé avec EAC. Comment pouvez-vous inviter votre ennemi et ses ennemis, votre ennemi et ses amis venir chez vous pour résoudre votre problème créé par l'ennemi? Et là, c'est le Ouazalendo qui se prend en charge. Non, mais le Ouazalendo, ça c'est un fait privé, madame. Si on veut jeter des fleurs au Ouazalendo, cela veut dire que l'État, le gouvernement est absent. Parce que le Ouazalendo, c'est un moyen de substitution. Si vous pensez que le Ouazalendo fait un bon travail, cela veut dire que vous jetez de l'opprobre sur les institutions qui ne font pas bien leur travail. Qui est le chef de l'État d'après vous? Il semblerait que c'est M. Félix Sekedi. Si ce sont le Ouazalendo il ne semblerait pas. Non, mais je ne suis pas convaincu qu'il soit le chef de l'État. Si le Ouazalendo font le travail de l'État, donc Félix Sekedi ne mérite pas être là. Nous comptons plus sur nos phares d'essai. Les autres là ne viennent qu'en appui sur pied de l'article 63 de la Constitution. Alors, comme il ne sait pas être responsable,
il doit s'occuper de sa famille et laisser les pays évoluer autrement. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait retenir de la force de l'EAG, autant de temps de l'EAC durant toute la période qu'ils sont passés ici Non, mais ils ont pris des photos. Ils ont pris des photos, ils ont exploité. Ils ont permis à M. Félix Tshisekedi de duper la population pendant plus d'une année. Il n'y a rien, madame. Alors l'émission d'aujourd'hui est terminée. Votre mot de la fin? Je crois qu'il faut désirer l'excellence. Je ne vois pas l'excellence dans Félix Tshisekedi. Tous ceux qui prendront les risques de soutenir ces messieurs, sachez-les très bien, vous allez porter les stigmates de la responsabilité. Celui qui n'a pas la capacité, celui qui n'a pas les aptitudes, celui qui n'a pas l'habileté, celui qui n'a pas la connaissance nécessaire ne peut jamais être compétent. Comprenez que M. Félix Tshisekedi est compétent en tout, sauf en tant que président de la République. Si vous pouvez le conjuguer au passé, ça serait une bonne chose. Mais attention, ce n'est pas le fait que nous ne voulons pas de M. Félix Tshisekedi qu'il faut le remplacer par un monsieur qui est instable. Désirez l'excellence, s'il vous plaît. Très bien, désirez l'excellence, chers Congolais. Alors, c'en est fini de ce magazine CML chez vous. Merci à monsieur Alain Bolodjoa d'avoir répondu à toutes nos préoccupations. C'est à moi de vous remercier. Je présente mon livre, bien que je ne veux pas faire la promotion. Oui, très bien. Ça, on reviendra sur ça prochainement. On va bien le décortiquer. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Le programme de l'excellence continue sur votre chaîne CML 13 Télévision. Il reste branché donc. Au revoir.